6 étapes pour faire taire la voix qui vous détruit de l'intérieur. Stoïcisme. Il y a une voix qui ne se présente pas comme une ennemie. Elle n'arrive pas en criant, n'entre pas par la porte comme une menace évidente. Elle s'insinue, s'infiltre, s'adapte à notre ton jusqu'à sonner exactement comme nous. C'est pourquoi elle fait si mal. Parce que quand elle parle, on a l'impression que c'est nous-mêmes. Et, dans nos moments les plus vulnérables, elle murmure des doutes, sème des peurs, déforme des souvenirs. Elle ne nous abat pas d'un seul coup, mais par la répétition patiente de celle qui sait où frapper. Sénèque comparait l'esprit à une cité assiégée. Si nous ne gardons pas les portes, l'ennemi n'a pas besoin d'escalader les murs. Il entre déguisé en ami, apportant des cadeaux qui deviennent des chaînes. C'est ainsi que cette voix fonctionne. Elle n'arrive pas avec la force d'un ouragan, mais avec la persistance d'une goutte qui tombe au même endroit jour après jour. Et, comme la pierre qui cède, non par la force, mais par l'insistance, nous cédons aussi, jusqu'à ce qu'un jour, nous nous réveillions en croyant que chaque critique, chaque accusation, chaque sentence dure est notre vérité. Épictète disait qu'une grande partie de ce que nous portons en nous n'est pas né en nous. Ce sont des échos de voix extérieures, apprises trop tôt, répétées trop longtemps, jusqu'à devenir indiscernables de ce que nous appelons notre propre pensée. Il n'est pas facile de séparer ce qui est vraiment à nous de ce qui n'est que le résidu de ceux qui ont essayé de nous modeler pour nous faire entrer dans leurs limites. Mais c'est dans ce travail silencieux de distinction que commence la liberté. Je pense à cette voix comme à une marée qui, peu à peu, vole le sable de la plage. Au début, on ne s'en aperçoit presque pas. Mais un jour, en regardant, le rivage est différent, plus petit, défiguré. C'est ainsi que nous perdons du territoire en nous-mêmes, non pas dans des batailles dramatiques, mais dans des retraits lents, imperceptibles. Et ce qui reste, c'est une sensation constante que quelque chose nous a été pris, même lorsque nous ne savons pas nommer quoi. Je ne suis pas ici pour dire qu'il est possible d'expulser complètement cette voix. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce qu'on peut faire, c'est apprendre à ne pas être gouverné par elle, comme le capitaine qui n'empêche pas le vent de souffler, mais ajuste les voiles pour ne pas perdre le cap. Car peut-être que le secret n'est pas de la faire taire pour de bon, mais de réduire sa portée, de changer son ton, d'affaiblir son commandement, et avec le temps, de réaliser que, bien qu'elle parle encore, elle ne dicte plus le chemin quand l'ennemi porte votre voix. Il y a un moment où la critique cesse de venir de l'extérieur et commence à naître à l'intérieur, non pas parce qu'elle est devenue vérité, mais parce qu'elle a été répétée tant de fois qu'elle a pris notre teint. C'est comme porter un vêtement qui ne nous appartient pas, mais qui, avec le temps, se moule à notre corps, jusqu'à ce que nous oublions que ce n'est pas nous qui l'avons choisi. C'est le piège le plus cruel. Lorsque la voix qui nous affaiblit sonne déjà comme la nôtre, toute tentative de la combattre ressemble à une lutte contre soi-même. Cela se produit lentement. D'abord, c'est un commentaire en l'air, une opinion tranchante, une comparaison voilée. Ensuite, c'est le souvenir de ces moments qui réapparaît quand on s'y attend le moins. Et enfin, c'est la présence constante, comme un fond musical qui ne s'arrête jamais. Nous apprenons à l'appeler « moi », comme si elle était une partie inévitable de notre identité. Mais ce que nous oublions, c'est que toute pensée n'est pas un reflet fidèle de qui nous sommes. Certaines sont des intrus émotionnels, des passagers qui n'auraient même jamais dû recevoir un logement permanent. Sénèque avertissait que l'esprit, lorsqu'il n'est pas surveillé, est comme un port sans garde. N'importe quel navire chargé de déchets ou d'or peut accoster. C'est notre tâche d'apprendre à identifier ceux qui n'apportent qu'une cargaison qui nous fait sombrer. Car si nous ne filtrons pas, la somme de chaque petite livraison, de chaque petite concession, devient un fardeau qui nous fait plier l'échine. Et le pire, c'est que, comme le poids s'accumule lentement, nous remarquons rarement que nous ne marchons plus droit. Certains disent que ce n'est qu'une pensée. Mais les pensées ont des racines. Et les racines, si elles ne sont pas arrachées, se propagent. Plus nous les nourrissons d'attention, plus elles grandissent, plus elles occupent d'espace, plus elles étouffent ce qui pourrait encore fleurir. C'est pourquoi tout ne mérite pas une réponse. Il y a des mots qui, s'ils sont accueillis, se transforment en murs autour de notre liberté. Et il y a des moments où le véritable acte de courage n'est pas de répondre, de se justifier, de se plier, mais simplement de laisser ce navire repartir sans jeter l'ancre. L'erreur d'essayer de gagner en criant plus fort. Il y a un instinct presque automatique lorsque l'autocritique commence à parler. Essayez de la couvrir avec plus de force, plus d'intensité, plus de bruit intérieur. C'est comme si nous croyions qu'en criant en retour,
nous la ferions taire. Mais c'est le contraire qui se produit. Chaque confrontation directe semble donner plus de vigueur à ceux que nous voulons réduire au silence. C'est comme souffler contre le vent. L'énergie dépensée ne change pas la direction, elle ne fait que nous épuiser plus rapidement. Sénèque prévenait que lutter contre l'ombre est inutile. L'ombre ne se dissipe pas par la violence, mais par la lumière. Une pensée corrosive ne se dissout pas en recevant une autre encore plus agressive. Au contraire, toutes deux se nourrissent de la même matière, la tension, la répétition et la charge émotionnelle. Lorsque nous choisissons de combattre la colère par la colère, nous créons une guerre sans vainqueur, un champ de bataille intérieur où les pertes sont toujours les nôtres. L'esprit, dans ces moments, ressemble à une pièce sombre. Peu importe à quel point nous essayons d'expulser l'obscurité par des gestes brusques, elle ne recule pas par la force. Il suffit d'ouvrir une fente pour que la lumière entre. Cette fente peut être une pause consciente, une respiration profonde, une pensée qui ne nie pas l'existence de l'autre, mais qui ne la nourrit pas non plus. La lumière, dans ce cas, n'est pas l'euphorie, ni l'optimisme forcé, c'est la clarté. C'est le simple fait de se rappeler que ce qui est dit n'est pas la vérité absolue. C'est un paradoxe curieux. Pour vaincre la voix qui attaque, il faut refuser le combat qu'elle propose, car cette voix vit du conflit. Elle se renforce dans le feu de la... En n'entrant pas dans le combat, en ne répondant pas sur le même ton, nous affaiblissons le seul terrain où elle sait se mouvoir. Il ne s'agit pas de reddition, mais de stratégie, tel un guerrier qui connaît bien son adversaire et sait que certaines batailles ne se gagnent pas en attaquant, mais en retirant ce qui alimente la routine qui nourrit le bourreau intérieur. La voix qui nous ronge de l'intérieur ne vit pas seulement de vieux souvenirs ou de blessures passées. Elle se renforce chaque jour, nourrie par des habitudes si subtiles qu'elles semblent inoffensives. Les petites comparaisons que nous faisons sans nous en rendre compte en faisant défiler l'écran de notre téléphone. L'exposition constante à des histoires qui ne sont pas les nôtres, mais qui commencent à dicter ce que nous devrions être. Le manque de pause, comme si vivre consistait seulement à répondre à des stimuli sans jamais fermer les portes à ce qui vient de l'extérieur. Marc Aurèle voyait le soin de soi comme un blindage contre la contamination mentale. Il comprenait que le monde essaierait toujours d'entrer et que la seule façon de préserver la clarté était de maintenir un espace inviolable en soi. Mais cet espace ne se maintient pas seul. Il faut éviter qu'il soit envahi par des pensées, des images et des attentes qui s'infiltrent déguisées en normalité. Lorsque nous négligeons cette vigilance, nous ne réalisons pas que nous offrons un terrain fertile à l'auto-sabotage pour s'épanouir. Le danger de la routine, c'est qu'elle devient invisible. Ce que nous répétons quotidiennement façonne silencieusement qui nous devenons. Et cela vaut autant pour ce qui nous construit que pour ce qui nous détruit. Une habitude apparemment anodine, comme comparer chaque pas que nous faisons au chemin des autres, crée des fissures qui, avec le temps, permettent à la voix intérieure de grandir. Et lorsque cette voix trouve de l'espace, elle commence à parler avec plus d'autorité, comme si elle avait conquis le droit de nous commander. Ainsi, le bourreau intérieur ne se présente pas seulement en temps de crise. Il est cultivé tous les jours, dans les instants les plus banals, dans le café, bu à la hâte, dans le message auquel nous ne répondons pas par peur de paraître fragiles, dans la surcharge d'informations que nous acceptons, comme si elles étaient une sorte neutre, alors qu'en réalité, elles laissent des résidus. L'esprit, tout comme le corps, est sensible à ce qu'il consomme. Et si nous ne choisissons pas ce qui entre, nous finissons par vivre dans un territoire qui ne nous appartient plus. L'exercice de la distanciation. Il y a un pouvoir silencieux à donner forme à ce qui semblait autrefois faire partie inséparable de nous. Lorsque nous nommons la voix qui nous sabote comme s'il s'agissait d'un personnage extérieur, nous créons la première brèche pour la voir d'un autre œil. Elle cesse d'être un réflexe automatique et devient une figure que l'on peut observer, questionner, voire ignorer. C'est comme si, en reconnaissant sa présence, nous lui retirions le pouvoir de se mouvoir dans l'ombre. En personnifiant cette voix, nous nous rendons compte qu'elle a des schémas, des horaires et des déclencheurs préférés. Peut-être qu'elle apparaît toujours lorsque nous sommes fatigués, chaque fois qu'une erreur se répète, ou lorsque nous nous approchons de quelque chose que nous désirons ardemment. Quand nous la voyons de l'extérieur, il devient plus clair que ces paroles ne sont pas des vérités absolues, mais des tentatives de nous maintenir dans un territoire connu, même s'il est douloureux. C'est comme un gardien déformé. Il agit comme s'il voulait nous protéger, mais il nous maintient prisonniers. Cette distance nous permet de répondre différemment. Au lieu d'être engloutis par son discours, nous pouvons l'écouter comme nous écouterions quelqu'un que nous connaissons, mais en qui nous n'avons pas entièrement confiance. Il y a un espace entre ce qui est dit
et ce que nous décidons de croire. Et dans cet espace se trouve la liberté de choix. Épictète nous rappelait que ce n'est pas ce qui arrive qui nous blesse, mais le jugement que nous portons sur ce qui arrive. En plaçant cette voix à la place de l'autre, nous pouvons juger son contenu avec plus de clarté, sans nous confondre avec elle. C'est une pratique simple, mais pas simpliste. Elle demande de l'attention pour ne pas tomber dans le piège d'engager des dialogues interminables avec cette figure intérieure. L'objectif n'est pas de convaincre la voix de changer, mais de reconnaître qu'elle n'est pas la seule à parler, qu'il existe d'autres voix, plus calmes, plus alignées avec qui nous sommes, qui attendent un espace pour se manifester. Et c'est dans l'acte de créer cette distance que nous commençons à nous redonner le droit de choisir quelles pensées méritent de rester et quelles doivent simplement passer. Conclusion. Faire taire la voix qui nous blesse de l'intérieur n'est pas un acte unique et définitif. C'est un processus continu, presque artisanal, visant à transformer le ton et l'influence qu'elle exerce sur nous. Elle peut même continuer d'exister, mais son autorité diminue lorsque nous choisissons de ne pas réagir immédiatement, lorsque nous cessons de la traiter comme la porteuse de la vérité et commençons à la voir comme une opinion, souvent déformée, parmi tant d'autres. C'est un déplacement de pouvoir silencieux, mais profond. Sénèque comparait la vie à la conduite d'un gouvernail. Nous ne pouvons empêcher le vent de souffler, mais nous pouvons ajuster les voiles. La voix intérieure est ce vent, parfois doux, parfois tempétueux. Il n'est pas possible de contrôler sa présence, mais il est possible de décider où elle nous mène. Ajuster les voiles, dans ce contexte, c'est choisir quels mots intérieurs guideront nos mouvements et lesquels ne seront que des bruits de fond. Marc Aurèle renforçait l'idée de retourner à son propre centre, surtout lorsque le monde ou l'esprit lui-même tente de nous entraîner loin. Le centre est le lieu où aucune voix ne domine seule, où il y a de la place pour l'équilibre et le discernement. C'est le point silencieux où l'on écoute moins le cri des insécurités et plus le son ferme de ce qui compte vraiment. Je pense à l'esprit comme une pièce qui, autrefois, n'était occupée que par cette voix, résonnant seule, sans interruption. Avec le temps, en permettant à d'autres voix d'émerger, des voix de courage, de compassion, de vérité, l'espace cesse d'être son territoire exclusif. Et quand elle parle, elle n'est plus la seule à être entendue. Dans ce nouveau décor, l'écho qui semblait autrefois inéluctable se mêle à des sons plus doux, plus nôtres. Et c'est là que nous réalisons, la victoire n'est pas dans le silence absolu, mais dans le fait que désormais, cette voix ne gouverne plus seule.